Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Nour qui nous partage son expérience de voyage, sa première expérience de voyage solo, entre burn-out, prise de conscience et départ à l'aventure. Écoutez, je vais pas en dire plus, je vais pas rentrer plus dans les détails car elle le fera très bien. Je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Nour, comment vas-tu ? Écoute, je vais très très bien, merci pour cette invitation. Merci à toi, comme je te disais juste avant, merci à toi de me suivre dans toutes ces aventures sur les lives, les podcasts, etc. À chaque fois, t'es partante dès que je te propose, donc merci. Écoute, merci surtout à toi de proposer toutes ces opportunités, j'ai envie de dire. Et puis à chaque fois, la conversation, elle est très très riche, donc je reviens quand tu veux. C'est parfait. En tout cas, aujourd'hui, Nour, je sais que tu es une grande voyageuse parce qu'on n'a pas si souvent parlé de voyage que ça, nous deux, mais on sait toutes les deux que l'une et l'autre, on adore ça. Donc, c'est cool de se retrouver autour de ce podcast parce que comme ça, on va pouvoir aborder ce sujet-là ensemble. Donc, aujourd'hui, Nour, j'avoue que j'ai pas voulu me faire teaser. Donc, je ne sais pas du tout de quoi tu vas nous parler. Je ne sais pas du tout de quelle histoire tu as décidé de nous parler aujourd'hui, donc c'est un peu la surprise pour moi en tout cas. Oui, écoute, c'est un peu aussi la surprise pour moi, enfin même si je sais de quel voyage je vais parler, celui qui a été le plus parlant pour moi et celui qui a transformé beaucoup de choses dans ma vie. Je vais avoir l'occasion de partager tout ça, mais en tout cas, je vais aussi me laisser me transporter dans ces discussions avec toi et j'ai hâte de où ça va nous mener. Ça va être trop bien. Bon, écoute, déjà pour commencer, donc nous, on se connaît d'une formation qu'on a fait ensemble, où on était, on va dire, dans la même classe. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Oui, avec un grand plaisir. Donc moi, je suis coach en épanouissement personnel et énergéticienne. Donc j'accompagne les personnes à libérer un peu leur blocage émotionnel et énergétique pour avancer dans leurs différents projets de vie, que ce soit perso ou pro. Donc voilà mon activité d'aujourd'hui qui n'a pas été toujours la même. On va peut-être parler un peu de tout ça et le voyage a un peu été un déclic pour me mettre un peu sur ce chemin, sur cette nouvelle aventure de vie, j'ai envie de dire. Ok, j'adore à chaque fois parce que j'ai l'impression que les voyages, pour beaucoup, quand un voyage a vraiment été transformateur, genre il y a toujours une histoire de professionnel qui rentre en compte après et genre on a cette révélation de se dire mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et du coup on prend complètement contre-pied grâce à un voyage, tu vois. Ouais, exactement. En fait, le voyage, au final, ça permet vraiment de sortir du quotidien et des étiquettes qu'on a sur nous des fois, en fait. Quand on voyage, on découvre, en tout cas moi, de mon côté, à chaque fois que je voyage, je découvre une nouvelle partie de moi ou une nouvelle facette de moi, et ça enrichit encore plus la connaissance de moi-même, et donc ça m'ouvre des nouveaux champs possibles et des nouvelles perspectives, en fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que tu as voulu participer à ce podcast ? Déjà, je pense que j'adore parler avec toi parce que on a fait un live ensemble et que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les discussions, tes questions, elles sont toujours pertinentes et il y a plein de choses qui y a un bon feeling entre nous.
Et au-delà de ça, je suis une baroudeuse dans l'âme. Je suis vraiment passionnée par les voyages. On va dire que je trouve mon équilibre dans le mouvement, dans les voyages. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Et je me rends compte aussi que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler de mon voyage alors qu'il a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Et c'est un peu une façon de l'honorer, de venir sur ce podcast et d'en parler. C'est comme si de l'honorer dans ma vie, parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le partager et de parler sur cette expérience. Génial, c'est ultra intéressant parce que c'est vrai que des fois des voyages, plus le temps avance et quand on se rend compte qu'on n'a pas assez parlé, des fois limite on s'en veut parce qu'on se dit genre je lui rends pas assez honneur alors qu'il m'a clairement transformée, tu vois. Ouais, bah c'est exactement ça. En plus, donc le voyage que j'ai fait, c'était initialement un tour du monde, mais finalement était un tour de l'Amérique du Sud principalement. Mhm. Et je suis rentrée rapatriée dans le contexte du Covid, et donc en fait j'étais très très vite prise par une autre dynamique de vie, et je suis passée à autre chose très très vite, et je me dis là avec le recul, en fait c'est ce voyage-là qui a fait qui je suis aujourd'hui pratiquement, et c'est dommage de ne pas l'avoir vraiment honoré, lui donner sa vraie place en fait dans ma vie quoi, et dans mon discours. Eh bien, trop bien. Bah écoute, je suis heureuse de t'offrir cette parenthèse où tu vas pouvoir du coup lui laisser toute la place de s'exprimer à ce voyage. Donc, est-ce que du coup tu peux commencer à raconter ton histoire en posant le contexte peut-être dans un premier temps, genre qu'est-ce que tu faisais, dans quel état d'esprit t'es partie pour ce tour du monde, etc. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très très bonne question. En fait, à l'époque, c'était en 2019, si mes souvenirs sont bons. Je venais d'avoir 30 ans et j'étais en entreprise, en chef de projet. Je travaillais dans une grosse boîte d'opérateurs téléphoniques. Mm-hmm. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai touché un peu le burn-out. Donc j'étais vraiment en manque de sens qui était très profond. Au début je voulais pas y croire, je pensais que c'était juste une phase. Mm-hmm. Que je perdais complètement en fait le plaisir de continuer, j'avais plus de motivation jusqu'à ce que j'ai un peu touché le fond, on va dire, où j'arrivais plus à me lever le matin, j'avais un vrai burn-out, on va dire. Ah oui. Ok. Et donc le burn-out, il a mis quand même beaucoup de mois à s'installer. Pour moi, en tout cas, dans mon cas, moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait sur plusieurs mois jusqu'à ce que, des fois, on a besoin de vraiment toucher le fond pour prendre les décisions. Et donc, à une époque, donc je commençais vraiment à me sentir mal. Et comme je disais, je pensais que ça allait passer et tout ça. Et en fait, je me dis, bon, j'aime bien partir en voyage. À l'époque, je partais souvent en voyage et je travaillais beaucoup à l'étranger. Et je me suis dit, je vais partir en Colombie pendant 2 semaines avec une amie. Ok. Et donc là, on part en Colombie et on arrive en Colombie en sac à dos. On n'avait rien réservé à l'avance, juste la première nuit. Et du coup, ça a été incroyable pour moi. Donc en fait, à la base, tu pars, c'est pas un tour du monde, c'est vraiment genre, tu dis, tu pars 2 semaines. Ouais, je pars 2 semaines. Vraiment... Donc j'étais dans ce mal-être très très fort à mon travail. Et je me suis dit, il faut que je sorte de cette dynamique, il faut que je sorte de là. Et du coup, je prends le voyage en Colombie pour 2 semaines. Voilà, donc tu achètes ton billet d'avion, aller-retour. Ouais, aller-retour, 2 semaines. Le billet d'avion, il a été pris en janvier pour partir début mars. Donc, c'était vraiment au cours d'une discussion avec une amie à moi où je lui dis, on part en Colombie. Elle m'a dit, allez, on y va. Et on prend les premiers billets, c'était en mars. Et on a regardé un peu, mais on n'a rien réservé parce qu'on voulait être assez flexible sur place. Et on est parti. Et c'était la première fois que je voyageais. Je partais avec cette amie-là, d'ailleurs. Et donc, ce voyage en Colombie, il a été incroyable. Il a été incroyable dans le sens où
on a, comme j'ai dit, on n'avait rien réservé tout ça et on est arrivé et tout a été très très fluide. On a visité plein de villes et on a fait un trek, donc c'est au Ciudad Perdida, de 4 jours dans la nature complet. Et on n'avait pas du tout de téléphone, on n'avait pas de réseau du tout et on voyait un peu les indigènes de loin. En fait, c'était une collab avec le gouvernement, on va dire colombien et les indigènes où on pouvait passer à côté d'eux mais sans interférer dans leur vie, tout en respectant leur environnement. Et donc, pendant ces 4 jours-là de trek, j'avais pas de réseau, j'avais rien, j'étais en nature, et là, je me sens mais dans une liberté extraordinaire. Je reconnecte en fait à ce plaisir de vivre, je retrouve mon énergie, je retrouve mon élan de vie, je me sens heureuse en fait, tout simplement. Et donc, on a rencontré plein de monde et des fois, la vie, elle est vraiment super bien faite parce que pendant ce voyage-là, j'ai rencontré plein de personnes qui faisaient le tour du monde en sac à dos. Donc, j'ai rencontré des filles qui voyageaient toutes seules, j'ai rencontré des mecs qui voyageaient tout seuls. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais pas du tout cette notion-là et pour moi, c'était impossible. Déjà, j'ai jamais voyagé toute seule de ma vie. Et ensuite, je me suis dit, mais ils sont complètement fous, ces gens, de quitter leur emploi, leur sécurité, leur vie et de voyager. Enfin, pour moi, c'était insensé dans ma tête. Ouais, ça sortait trop de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Exactement, ça sortait trop. Et moi, à l'époque, j'étais en CDI, je travaillais beaucoup, je venais d'être promue dans mon travail. C'était ça, la vie, en fait. C'était ça, je pensais peut-être à acheter, j'avais 30 ans, enfin, voilà, quoi. J'étais vraiment dans le moule, on va dire. Tout en supportant ce mal-être qui était profond, que j'essayais de camoufler de toutes mes forces. Et donc, en Colombie, ce voyage extraordinaire, je rencontre plein de personnes qui sont autour du monde, tout ça, et je me sens vivante, je me sens bien, je me sens vraiment super bien. En rentrant, je me suis dit, bon, la phase des primes est partie, et donc c'est bon, je vais reprendre ma vie. Et là, ça a été une chute libre, totale et absolue, c'est-à-dire que là, c'est là où j'ai touché le fond, où j'arrivais pas à me lever du lit, où j'avais des crises d'angoisse, où je pleurais la nuit, enfin là, j'étais en plein burn-out. Donc c'est là où je prends la décision. C'est un peu comme si tu t'étais ouvert une petite fenêtre, que t'avais vu comment ça pouvait être, puis là d'un coup tu retournes genre dans ta prison entre guillemets, et puis là tu te dis mais je peux plus quoi. Exactement. C'était exactement en fait l'image de la prison. J'aurais pas dit mieux en fait. C'était exactement ça. En plus en rentrant, j'avais plein de projets sur le feu, donc j'ai tout de suite beaucoup travaillé en rentrant, donc j'ai pas eu de transition. Et donc ces 2 semaines-là, ça a été très compliqué. Et là, je parle avec un ami à moi et il me dit « Mais Nour, qu'est-ce que tu attends de plus pour partir ?» Et c'est là où moi je lui dis « Mais je peux pas partir en fait. Je ne peux pas. J'ai un CDI, je vais pas le quitter. Et si je trouve pas d'emploi, j'ai 30 ans. Si je pars voyager, je vais finir vieille fille. C'est trop tard pour faire ce genre de voyage. » J'ai pas d'argent, je ne peux pas laisser mon boulot, je viens d'avoir une promotion, je leur ai promis que j'allais rester au moins 2 ans, les amis, Paris, l'appart, enfin, je pense que j'étais dans toutes mes insécurités, les conscientes et inconscientes, elles sont toutes sorties. Et donc, en fait, la moitié n'était pas vraie parce que j'avais de l'argent, j'avais un PEL. Qui était là, un PEL que j'alimentais tous les mois, donc je voulais, en fait, c'était une sécurité pour moi, mais théoriquement, j'avais de l'argent. Et donc, et là, il me dit, mais en fait, là, regarde dans quel état tu es, quoi. Enfin, là, c'est une question de survie, plus ou moins, quoi. Ouais, je comprends. Et en fait, c'est là où je prends le temps, j'ai pris une journée off, et je décide que je vais partir en voyage. Donc, c'est 2 semaines après la Colombie, je démissionne. Et 3 mois après, je pars en voyage toute seule. Ah, c'est fou ça. C'est fou. Et est-ce que tu as quelque chose qui t'a vraiment fait avoir le déclic ? C'est ton ami quand il t'a demandé qu'est-ce que tu fais encore là, ou est-ce que tu te souviens d'un élément précis ? C'est un élément précis où il m'a dit qu'est-ce qu'il te faut plus comme preuve ? Parce qu'en fait, j'étais vraiment au bout, j'étais vraiment... comment dire, enfin, quand t'arrives le matin, t'arrives même plus à avoir la force d'aller au travail et que tu touches le fond et que t'as fait un voyage où t'as ressenti complètement le contraire.
en fait, tu dis, bah, là, enfin, je pense que quand il m'a dit qu'est-ce qu'il te faut de plus pour y aller, et puis il m'a dit si tu prends pas le billet, c'est moi qui te le prends à la place. Ça, c'était un petit montage de fesses, on va dire, mais qui a été très utile à ce moment-là. Donc, je pense que cette conversation-là, après, je peux pas te dire le mot exactement qui m'a fait le déclic, mais en tout cas, c'était cette conversation-là. Et puis après, la journée que j'ai pris en off pour un peu, on va dire, équilibrer tout ça, discuter avec moi-même, pour me dire qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et c'était le vendredi, et lundi matin, j'ai posé ma démission. Ok. Ça demande tellement de courage de faire ça. Enfin, je voudrais vraiment te dire bravo là, parce que, enfin, je peux pas dire que je sais, mais genre j'ai déjà posé une démission et je sais ce que ça coûte, tu vois, de dire je quitte tout et je vais voir ce qui se passe. Et franchement, il y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça, tu sais, à aller jusqu'au bout. Donc genre, je suis trop admirative de toi, bravo. Bah merci. Je pense que je réalise pas. En fait, même là, en parlant, je réalise pas, mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus, et je pense qu'en parler m'aide aussi à le réaliser, parce que ce qui n'a pas été facile, c'est que moi, à cette époque-là, donc je venais d'avoir 30 ans, et tous mes amis, ils étaient en train d'acheter, de se poser avec leurs compagnons, avec il y en a plusieurs qui commençaient à peut-être vouloir se marier, avoir des enfants, enfin, tout le monde autour de moi commençait à s'installer. Et même moi, j'étais dans une démarche d'acheter un appartement à Paris, et en fait, de prendre un chemin qui est complètement différent de ce qu'on voit autour de nous, sachant que on va dire que les voyants extérieurs étaient verts, parce que mon travail, j'avais un bon travail, j'avais mes amis, j'étais à Paris, enfin tout était ok, on va dire, de l'extérieur. Donc en plus c'était une décision qui était très soudaine. C'est que avant d'aller en Colombie, à aucun moment j'ai pensé que j'allais partir faire un tour du monde. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu comme si c'était très soudain. Ouais, c'est un peu comme si tu cochais toutes les cases, tu vois, de la réussite comme on l'entend à l'occidental, tu vois, de avoir un CDI et puis vouloir s'acheter un appart, avoir fait des bonnes études, enfin, genre tu cochais toutes les cases, tu vois. Donc c'est vrai que ça devait être difficile pour ton entourage de se dire en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah exactement, c'était moi je me rappelle un ami qui m'a dit mais Nour, tu vas foutre ta vie en l'air, tu vois. Et j'étais là, ben en fait dans ma tête elle est déjà foutue, parce que j'étais vraiment au bout, mais en fait ça a été vraiment, je pense que au moment où j'ai pris la décision de partir, plus rien ne pouvait me faire reculer, en fait. La décision était prise. On va dire que à l'intérieur, avec moi-même, ça y est, j'étais engagée que j'allais prendre cette décision-là, de ne plus continuer comme ça, et c'était pris. Ça y est, je retournais plus en arrière, parce que au moment j'ai demandé ma démission le lundi, donc ils ont essayé de me retenir, et ils m'ont laissé quelques jours pour réfléchir. Et en fait, dans ma tête, il n'y a pas de réflexion. La décision a été prise. Donc, mercredi, je me rappelle très bien, j'ai les mêmes jours. Mercredi, je suis partie déposer la lettre avec le recommandé. Et c'est là où, une fois que la décision était prise, que c'était acté, les 3 mois qui ont suivi de préavis, là, c'était autre chose. Là, je suis passée par vraiment beaucoup d'émotions différentes. Donc, de la libération, ça y est, je pars en voyage, à la crise de panique. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais voyager toute seule en Amérique du Sud? Qu'est-ce que je vais faire? Sachant que j'ai jamais voyagé toute seule, même pas une journée. Oui, donc, et là tu pars genre dans ta tête, tu pars à durée indéterminée, quoi. Ah oui, et c'est que je suis partie, j'avais plus rien, j'ai tout vendu, j'ai tout donné, j'avais mon sac à dos. Pour moi, j'allais partir, et je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais que j'allais plus revenir, en fait. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passait plutôt bien. Des fois, j'ai l'impression que la vie nous challenge un peu plus pour savoir à quel point on est ajusté, aligné avec notre décision. C'est ça, la vie, elle te teste. Avec qui tu vois, ok, t'as pris ta décision, mais jusqu'à quel point tu veux, t'es déterminé à ta décision. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un, et ça se passait très bien, et malgré ça, ma décision a été prise. Et donc, la relation a très vite pris fin quand j'ai commencé mon voyage.
Ok. Donc c'était vraiment ma décision et j'étais partie à ce voyage. Donc l'idée de base c'était de partir 3 mois en Amérique du Sud et après aller en Australie pendant 1 an et faire l'Asie, toute l'Asie qui était plus ou moins proche de l'Australie quoi, et faire le tour de l'australie. Ça c'était le plan de base. Bien sûr, ça s'est pas du tout passé comme ça. Évidemment. Donc évidemment, hein, c'est les voyages, surtout à longue durée comme ça, il y a beaucoup de flexibilité. Et donc, me voilà partie. J'ai commencé par 2 semaines en Guyane française pour rejoindre une amie qui habitait là-bas. J'avais besoin de faire une transition, en fait, en quittant Paris. Et puis après, je suis restée 2 semaines là-bas. Et puis après, j'ai fait le Pérou. Donc j'ai passé 2 mois au Pérou, j'ai fait la Bolivie, le Brésil, l'Argentine et le Chili, et j'étais partie en Australie. Ok. Et donc là, dans ton voyage, comment ça se passe? Est-ce que tu décides de loger dans des hôtels, dans des auberges, ou chez l'habitant, ou tu sais pas trop? Alors, moi, j'ai fait principalement des auberges de jeunesse pendant le voyage, et j'avais rien organisé, alors que c'était marrant. Hein, je sortais d'un milieu de chef de projet où tout devait être organisé, contrôlé, et là, en fait, j'ai décidé. En fait, pour être complètement juste, j'ai un peu planifié le premier mois au Pérou. Je me suis dit au moins le premier mois de au moins voir les endroits que je voulais visiter au Pérou. Et puis après, je me suis dit on verra comment ça se passe. Donc je suis partie avec cette idée-là. Et donc j'ai pris une auberge pendant 2 nuits à Lima, qui est la capitale du Pérou. J'avais réservé ça et j'avais une idée des endroits que je voulais visiter, et c'est tout. Et donc pendant le voyage, je partais d'une auberge à une autre et je rencontrais énormément de monde. Et en fait, à chaque fois, je rencontrais quelqu'un, je faisais 2 semaines avec lui, après je rencontrais quelqu'un d'autre, je faisais 2 semaines ou 3 semaines avec. Et en fait, ça faisait un peu des compagnons de route par petites phases. Ok. Et donc ça, c'était le 1 mois et demi. On va dire les premiers 1 mois et demi. Et puis après au Pérou, j'ai fait pas mal de trek. Il s'est passé quand même pas mal le premier mois, il a été très très challengeant. Et après, j'ai décidé d'aller un peu sur la côte pour me reposer un peu. Et en allant sur la côte, je voulais rester 3 nuits et je suis restée 1 mois où j'ai travaillé en tant que volontaire dans une auberge. Ok, trop bien. Et donc je disais que le premier mois, je sais pas si c'est pertinent de parler de ça, mais en tout cas le premier mois, il a été très challengeant dans le sens où moi, même si je rencontrais du monde, des fois j'étais un peu perdue avec l'organisation. Et puis j'ai fait un trek qui était un peu compliqué, et moi j'avais pas les bonnes chaussures de rando parce que je ne les avais pas bien essayées avant le voyage. C'est un tips que je recommande ici, de toujours essayer les chaussures de rando avant de partir en voyage. Et donc le trek il s'est un peu mal passé et j'ai perdu 2 ongles de pied. Aïe. Donc je pouvais plus mettre de chaussures. Donc j'ai passé 1 mois et demi avec des tongs. Donc quand je suis partie, en fait c'était une de mes décisions de partir à la plage, parce que je me suis dit en fait là j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de soleil, et en plus je peux pas mettre de chaussures, je vais rester là quelques jours tranquillement. Et dans cette auberge là qui m'a complètement fait découvrir d'autres facettes de moi, parce que on m'a proposé d'être volontaire, et en fait 1 mois et demi après mon début de voyage, je me suis retrouvée à animer des soirées dans la team événementielle dans cette auberge-là. Ah, je t'imagine tellement à faire les pub crawls. Donc c'était incroyable, parce que je me disais que en fait 2 mois avant, j'étais dans un bureau en train de travailler, et là j'étais avec un micro en train d'animer des soirées au Pérou. Et en fait, le changement était incroyable. Et surtout que moi, je me considérais
comme quelqu'un de très introverti, que quelqu'un, enfin, à aucun moment je détestais me montrer ou quoi que ce soit, et j'ai découvert une facette de moi que je connaissais pas. Ouais, mais En fait, j'ai découvert que je pouvais être extravertie, que je pouvais animer, que j'aimais ça, que je me suis créé un réseau et que c'était une expérience qui m'avait ouvert à d'autres choses, en fait, que je ne connaissais pas de moi. Et surtout que j'ai rencontré, bon, là c'est mon ex, mais à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai voyagé pendant 4 mois. D'accord, ok. Donc Et dans avec cette qui auberge... je suis restée en couple dans cette auberge, ouais. On est restés ensemble dans cette auberge, il était volontaire aussi, on a voyagé ensemble 4 mois et la relation a duré 1 an et demi. D'accord. Et c'est une relation aussi qui m'a beaucoup transformée pendant ce voyage-là, et même que ce soit émotionnellement, enfin ça a été très riche pour moi. Et est-ce qu'à un moment, tout au long de ton voyage, justement, tu t'es dit que tu avais pris la bonne décision ou justement, au contraire, est-ce qu'il y a un moment où tu as remis en question la décision que tu avais prise justement de tout quitter pour partir? Oui. Le premier mois, parce que comme je disais, le premier mois, déjà avec quand j'étais blessée à mes pieds, j'ai eu vraiment pas mal de galères le premier mois où j'ai perdu mes cartes bleues. Donc c'était un peu compliqué, la gestion. Il s'est passé plein de choses et en fait le premier mois, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? J'ai quitté un super travail, j'ai quitté tous mes amis. Qu'est-ce que je fais là? C'était dur et à un moment je me suis dit, bah justement en fait, en arrivant dans cette auberge sur la côte péruvienne, je me suis dit peut-être que je vais rester 2 jours et je vais rentrer. Ah oui, donc t'as quand même remis ouais, tout quoi. Ouais. J'ai mis en question, au bout d'un moment, j'étais, en fait, je suis restée, on va dire, une journée de transition où j'étais avec des gens, ils sont partis et il y a d'autres gens qui allaient venir, mais du coup, je me suis retrouvée seule, j'étais blessée, j'avais les problèmes de carte bleue, tout ça, et je me suis dit, bon voilà, j'ai voyagé 1 mois, c'est bon, je rentre. Et en fait, après, c'est une réflexion qui a duré une après-midi. Ça a pas duré longtemps. Ouais. Et c'est le seul moment où j'ai eu cette réflexion-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait rester? En fait, une fois que... Ce qui m'a fait rester, c'est que j'avais, on va dire, quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, mais en fait, ça fait que commencer, quoi. C'est comme si les petites galères que j'ai eues au début, c'était là pour me renforcer un peu, pour continuer le voyage. C'est trop facile d'abandonner maintenant, quoi. En fait, j'avais une part de moi qui me disait, mais c'est trop facile de partir maintenant. T'as encore rien vu. C'est ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport au lieu. Des fois, même si, quand je m'étais posé la question de est-ce que je dois revenir de la Martinique ou pas, j'avais vraiment eu ce ressenti, tu vois, où j'ai décidé de rentrer parce que je sentais que ce lieu m'avait tout apporté. Puis que genre je pouvais rien en retirer en plus, tu vois. Et il y a d'autres moments où j'ai hésité à rentrer, mais où je sentais que j'avais encore quelque chose à vivre là-bas. Je comprends totalement. Et c'est là où, enfin, en tout cas dans mon cas où il y avait un peu, tu sais, le mental qui disait bon ça suffit, t'as fait ton voyage, regarde où t'en es maintenant. Tu vois, et t'as l'intuition derrière qui te dit mais en fait t'as encore tellement à voir. Enfin, c'est rien ce qui s'est passé, quoi. C'était un peu ça, en fait, comment je l'ai vécu. Et puis après, quand je suis arrivée dans cette auberge-là, au début, j'ai pas trop aimé l'endroit, je voulais repartir. Et au final, je suis restée 1 mois et c'était une super expérience que je garde avec moi aujourd'hui. Puis après, en fait, tu décides donc après ce mois et demi dans l'auberge, après tu décides de faire quoi? Justement, en fait, là, c'était je reste donc dans cette auberge et après, moi, mon objectif, c'était de descendre jusqu'à la Patagonie, en Argentine. Et sauf mon copain à l'époque que j'ai rencontré, lui, il remontait jusqu'au Mexique. Et en fait, c'est là où on a un peu, on a eu une discussion, où est-ce qu'on va? Et en plus, moi, j'avais rien réservé, et lui aussi, donc on décide tous les deux d'aller en Bolivie. Et donc c'est là où on part en Bolivie et quand on arrive en Bolivie, à ce moment-là, il y avait les élections présidentielles et c'était un peu compliqué. Il y avait des émeutes, tout ça. Donc ça c'était
Ok. on a vu un peu ce qui se passait dans le pays réellement, quoi. Et du coup, on a discuté avec pas mal de locaux qui nous ont parlé vraiment de la situation du pays. C'était assez intéressant à vivre, en tout cas. À aucun moment je me suis sentie en danger, par exemple. C'était Mhm. plus intéressant de voir les différents partis discuter, de connaître l'histoire du pays qui est finalement très riche parce que la Bolivie, ils ont quand même une grande partie qui a gardé leurs traditions, Ouais. leur langue, même leurs habits, tout ça. Donc c'est très très Mhm. riche. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de discuter avec eux et de comprendre comment ça se passe sur place, quoi. Ok. Bah, ça devait être dingue à vivre. Ouais, c'était vraiment super. Je garde de toute façon de chaque pays que j'ai fait, j'ai une expérience différente et je garde vraiment. C'est comme s'il y a une part de moi qui est liée à Ouais. ce pays-là jusqu'aujourd'hui. Donc après le voyage, après la Bolivie, on a fait le Brésil. On a fait toute la côte du Brésil et puis après, mon copain, il devait partir parce que son voyage, il prenait fin. Donc lui, il est Ok. rentré et moi, j'ai continué toute seule. Et D'accord. j'ai fait le Chili et l'Argentine. Ah oui, donc t'as vraiment fait tout le tour, quoi. Oui, c'était mon... C'est... En fait, au fil du voyage, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire tout le tour. Et donc, c'était mon objectif et du coup, je l'ai fait. J'ai fait le Chili, l'Argentine, j'ai fait la Patagonie et puis en Argentine j'ai rencontré beaucoup de Français, des amis à qui je parle encore aujourd'hui. Ok. Donc c'était très très chouette comme expérience. Et puis voilà, après 7 mois et demi en Amérique du Sud, j'ai pris Ah l'avion oui, pour quand même. l'Australie. D'accord. Ok, donc 7 mois et demi quand même. Et là, comment tu gères parce que pour certains, ils doivent se dire 7 mois et demi, c'est quand même énorme. Là, tu vois, t'es pas rentré en France et tout. Comment tu gères l'éloignement avec tes proches? Comment tes proches est-ce qu'il y en a qui ont genre peur pour toi ou alors ils te prennent un peu moins pour une folle? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, déjà moi à l'époque, avant le voyage, je partageais très très peu sur les réseaux. Et en fait, Mhm. quand j'ai commencé mon voyage, je mettais des stories tous les jours, ce qui rassurait beaucoup mes proches qui me suivaient sur les réseaux et ils voyaient que tout se passait bien. Et puis Mhm. j'avais téléchargé l'application, je sais pas si tu la connais, une application où tous les jours je mettais des photos et j'écrivais un peu ce qui s'est passé. Et en fait, Ah mes oui. proches me suivaient sur cette application-là. D'accord. Ok. Je crois qu'elle s'appelle, je sais plus son nom. Et donc toutes les semaines, je faisais un récap de ce qui se passait, de ce qui passait dans ce voyage et j'écrivais tout ce qui se passait et je mettais des photos et donc mes proches pouvaient voir toutes toutes les infos puis après je les appelais souvent mais ils étaient un peu surpris à certaines époques quand j'étais par exemple quand j'étais en train d'animer des soirées dans cette auberge là, tout le monde a été surpris mais bon, moi j'ai reçu des messages mais qu'est-ce que tu fais mais après, non, en fait, ils étaient plutôt curieux. Ils étaient plutôt ah c'est joli. Enfin plus de la curiosité et de l'ouverture, je dirais. Ouais. Et moi, j'étais tellement à fond dans mon voyage que j'ai pas mal vécu l'éloignement. Ok. Oui, je te disais, donc du coup là, ça fait 7 mois et demi que t'es parti. Là, t'es dans l'avion pour Mm. partir en Australie. Ton plan, c'est quoi? C'est du coup, tu Oui. fais tout le tour de l'Australie ou voilà. Mon plan à cette époque-là, c'était déjà le budget, il commençait à se réduire fortement. Mhm. Donc, il me restait pas grand-chose et mon plan, c'était d'aller en Australie, de travailler, trouver un travail. Ouais. Pas un travail dans mon domaine, mais un petit travail de voyage pendant 2-3 mois pour un peu avoir des fonds. Et puis Mhm. après, voyager 2-3 mois, travailler 2-3 mois, voyager 2-3 mois et faire un peu l'Australie et un peu l'Asie. Et je me suis dit, je suis ouverte aux opportunités. Si je trouve un travail dans mon domaine en Australie, peut-être que je resterai quelques années ou
où en fait, dans ma tête, c'est au bout d'un moment, dans ce voyage-là, je vais trouver un pays où je vais avoir un coup de foudre et je vais m'installer dedans. C'était ça Ouais. l'objectif. Ouais, t'es vraiment pas dans l'objectif où tu fais ton truc et après tu retournes en France pour retrouver quelque chose. Là, c'est vraiment tu te laisses toutes les portes ouvertes et tu vois ce qui arrive. Ouais. Donc pour moi, j'allais rentrer en France dans tous les cas pour voir mes proches et tout ça. Oui. Mais pour moi, je me suis dit voilà, à Paris ça allait pas, j'allais pas rentrer dans cet environnement là qui m'a rendu malade. Moi, c'était ma croyance à l'époque, et donc je vais trouver un pays qui me plaît et je vais m'installer dedans et je vais faire des allers-retours en France. Et donc comment se passe ton arrivée en Australie? Donc l'Australie, j'arrive. Au début, je me dis j'étais très très fatiguée de mon voyage et j'avais un ami, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, qui habite là-bas. J'ai passé une semaine chez lui et je me suis dit je vais me poser à Sydney un petit mois, je vais chercher du travail et me reposer un peu. Donc j'ai commencé à postuler un peu à droite à gauche dans des restaurants, dans des bars pour travailler, et donc j'ai décroché un travail. Okay. Sauf que c'était un grand groupe de restauration et ils ont mis pratiquement 3 semaines, un mois pour m'envoyer le contrat. Donc là, on commence à être début avril et moi du coup je pouvais pas bouger de Sydney, donc j'étais restée à Sydney jusqu'à début avril. Et le jour où on m'envoie le contrat signé, le lendemain, le pays ferme Covid. Ah oui, d'accord. Parce que là, du coup, on était début avril. Ah oui, donc ça s'est pas fait en même temps que la France. Enfin, genre, ça se fait 2-3 semaines après, quoi. Alors là, je me mêle un peu les morceaux avec les dates parce que je suis entrée en France début avril. Ça, c'était mi-mars. Mi-mars, ils m'envoient le contrat. Okay. Et mi-mars, le pays ferme. Et là, c'était la grande question. Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Y a le Covid, tout commence à fermer. L'Australie, c'est très très cher, le logement, tout ça. Là, c'était est-ce que je reste en Australie, j'attends un petit peu et tout va s'ouvrir et je reste là-bas, ou est-ce que je rentre, sachant que j'ai rien fait de l'Australie et mon voyage, il est pas du tout terminé, quoi. Ouais, et c'est quand même donc une je passe question assez... 2 semaines. Ouais, c'est compliqué quand même. Surtout que c'est une question... Enfin, tu sais, faut régler ça assez vite parce qu'après, les prix des billets, ils augmentent et genre... Ouais, c'est compliqué. Ouais, bah d'ailleurs, le prix des billets pendant cette phase de on va dire, où tous les pays commençaient à fermer et même les pays où on fait des escales fermées aussi. Donc, et en fait, là, les billets ils sont arrivés jusqu'à 10 000 € pour rentrer en France, de l'Australie à la France. Aïe, ah ouais. Donc, un petit moment de qu'est-ce qui va se passer ? De toute façon, je peux pas rentrer. Et c'est là où on a très très vite eu des avions de rapatriement à un prix très très raisonnable. Et donc, je suis rentrée début avril, rapatriée de l'Australie jusqu'en France. Et là, comment tu te sens quand t'es dans l'avion ? Bah, dans l'avion, je suis un peu, en fait, c'est comme si j'étais un peu sonnée. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Je sais que, en fait, je venais d'avoir mon contrat, j'avais des projets en Australie. Là, je me retrouvais dans l'avion, je rentrais en France. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en France parce que du coup, j'avais plus de budget. Donc, je suis rentrée en France sans argent, sans appart, sans job. Donc j'étais là, mais pourquoi en fait la vie a fait que je rentre maintenant ? J'étais un peu dans l'incompréhension totale en fait quand j'étais dans l'avion. Ouais. Et du coup, tu rentres, comment se passe ton retour ? T'es retournée vivre du coup chez ta famille un petit moment ou enfin comment t'as fait ? Alors non, je suis rentrée parce que moi ma famille n'habite pas en France et donc j'ai habité chez un de mes meilleurs amis qui venait d'acheter un appart et justement qui a signé son appart 2 semaines avant le confinement et qui avait de la place. Il avait de la place pour moi et donc je suis allée chez lui et on a passé le confinement ensemble. Et c'était super parce que moi j'avais beaucoup besoin de me reposer, j'étais vraiment épuisée et j'avais envie je prenais le temps de faire des cookies, de cuisiner, de prendre le temps et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après petit à petit j'ai commencé à postuler
dans mon domaine. Et malgré tout ce qui s'est dit à l'époque, j'ai trouvé un travail rapidement. Et je me suis retrouvée à Paris, encore une fois, dans une boîte, à travailler en tant que chef de projet et avec un appart parisien. Ok. Donc c'est comme si c'était le... Ouais, c'est fou, Oui. c'est un peu j'ai pas envie de dire le retour à la case départ, mais là, comme tu nous le dis, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que t'as quitté tout ça, t'es parti en voyage pour quitter tout ce monde-là, et là, tu reviens en France, et en fait, tu cherches à te recréer exactement ce que tu avais quitté. Exactement. Et moi, là, j'étais vraiment dans l'incompréhension. C'est que ça m'a pris tellement d'efforts, de courage pour tout quitter, et un an et demi après, je me retrouve exactement dans la même situation, juste dans une entreprise différente, et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas, et en fait, encore une fois, la vie, elle est très très bien faite, parce que ce temps de retour en France, en plus de confinement, bah j'étais en quête de ok, le voyage c'est fait, je me suis découverte en voyage. En fait, le voyage m'a permis vraiment de nettoyer toute cette partie de moi qui était trop dans le contrôle, dans la planification, qui très présente en fait. J'ai appris vraiment à lâcher prise, j'ai appris à un peu laisser faire les choses, j'ai appris des côtés de moi, comme j'ai dit, un côté extraverti, un peu plus confiant, enfin ça m'a tellement apporté. Et c'est comme si j'avais peur de retrouver la Nour qui était chef de projet très terre à terre, quoi, tu vois. Je comprends. Et en fait, quand je suis rentrée en France, oui, je me suis dit bon, là en fait, j'ai envie de savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Et c'est là où j'ai commencé mon premier programme de coaching d'introspection. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était le coaching, je savais même pas que ça existait comme métier. Et j'ai pris ce premier programme de coaching et c'est là où tout a commencé en fait. C'est là où tout a commencé, c'est là où je me suis intéressée au coaching. Ce programme d'introspection m'a fait beaucoup de bien, c'était carrément un déclic pour moi. Et après, j'ai commencé à me former au coaching et il y a eu les soins énergétiques qui se sont développés en même temps. Et aussi, j'ai rencontré mon amoureux dans la boîte dans laquelle j'ai travaillé. Et encore une fois, le timing il est excellent parce que il a fallu que je quitte mon copain avant le voyage, que je fasse tout un voyage où j'ai rencontré encore quelqu'un pour rentrer en France, d'aller dans une autre entreprise et que je rencontre mon compagnon actuel avec qui je vis aujourd'hui. Ah, c'est magnifique comme quoi il y a jamais de hasard, hein. Enfin, des fois, tu dis, oui, au final, t'es retourné bosser dans une boîte après, peut-être que ça te convenait pas, tu te formais au coaching en même temps, mais au final, tu t'es retrouvé dans cette boîte parce que tu devais le rencontrer, quoi. Ouais. Et c'était une boîte qui était super parce qu'elle était très flexible. Donc moi, j'avais l'opportunité de faire plein de choses à côté, ce qui m'a permis de me former et de faire de me former au coaching, de développer pas mal de choses pour mon activité d'aujourd'hui. Donc en fait, moi, j'avais aucune idée de tout ça, mais c'est comme si l'univers a conspiré pour organiser tout ça. Donc, parce que tout s'est passé d'une manière extrêmement fluide. Le voyage m'a permis de me déconnecter complet de ce que j'étais avant, une partie de moi qui était très dans le stress, dans le contrôle, dans tout ça. Je suis rentrée en France, j'ai rencontré le coaching qui m'a mis sur la voie de mon activité d'aujourd'hui, qui me remplit de joie. Et entre-temps, j'ai rencontré mon amoureux avec lequel je vis aujourd'hui. Donc tout a été tellement fluide avec le recul. Hein. Je pense que tu m'aurais posé la question en plein dedans. Je t'aurais dit c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et aujourd'hui, si je devais te poser une question, parce que au niveau des leçons que tu retires de ce voyage, je pense que tu nous en as assez parlé. Enfin, ça se voit, tu respires toutes ces évolutions en fait. J'ai vraiment l'impression que ce voyage, comme tu dis, t'a transformé et a été ton tremplin pour la personne que t'es aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de te demander si aujourd'hui tu devais donner un conseil à Lanour qui a 30 ans justement et qui est en train d'être dans son entreprise où voilà, elle est pas épanouie, elle est au bord du burn-out.
Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Bah, j'ai envie de lui dire de dépasser ses peurs, parce que quand on dépasse ses peurs, on a toujours une récompense qui nous attend au bout du chemin. Et tout commence par dépasser ses peurs et passer à l'action. Parce que pour moi, la vie est courte et on est ici pour vivre et non pas subir notre vie. Et rien ne vaut une vie où on est mal, où on est au bout du burn-out, au contraire. Et au final, on est capable de tout. Et surtout, un CDI, c'est qu'un contrat. Un contrat, ça se retrouve. C'est clair. Ça, donc, c'est quelque chose... Ouais, je dis le CDI, c'est vraiment ce truc où... Je me souviens quand j'ai signé mon CDI à Carcassonne, j'en ai pleuré. Mais genre, j'en ai pleuré pas de joie, tu vois, de tristesse. J'avais l'impression de m'enfermer, tu sais, de fermer la... Tu sais, de me mettre dans une cage, de fermer la cage à clé, puis de jeter la clé en dehors de la cage, tu sais. Ouais. En fait, le CDI, pour plusieurs personnes, c'est comme si la personne est engagée à vie, alors qu'on va remettre les choses à leur place. Un CDI, c'est un contrat, rien d'autre. Un contrat, ça se retrouve dans différents contextes. Et moi, c'était une grande leçon que j'ai vécue, parce que j'avais peur de quitter mon CDI et de ne pas trouver d'emploi ou pas un emploi aussi bien que celui que j'avais. Finalement, je suis rentrée en plein Covid, où tout le monde me disait que jamais de la vie je vais trouver un travail, parce que les entreprises, elles ont figé toutes les embauches, tout ça. Et j'ai trouvé un job en un mois qui était beaucoup mieux payé qu'avant, et dans une boîte qui était extraordinaire. En fait, pour moi, c'est quand on saute le pas pour prendre notre vie en main, on est récompensé après, en fait. Parce qu'on mérite le meilleur et on mérite de vivre une vie où on est épanoui. C'est clair. Et est-ce que parce qu'au final, quand t'es partie du coup de l'Australie, le Covid t'a un peu coupé dans ton élan, comme tu le disais, tu vois, de continuer à faire le tour, etc. Est-ce que à la suite du Covid, quand les choses se sont un peu tassées, est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller, entre guillemets, terminer ce voyage? Alors, j'ai pas envie de terminer ce voyage-là, parce que pour moi, ce voyage-là, il m'a apporté ce qu'il devait m'apporter. Et que cette boucle, elle est bouclée. Mais par contre, aujourd'hui, je suis à la recherche de mon environnement idéal, parce que là, j'ai trouvé l'activité professionnelle idéale pour moi, mais je suis encore à la recherche de l'environnement idéal. Je pense que Paris n'est toujours pas l'environnement idéal pour moi, et il est fort probable, en tout cas moi, j'ai cette envie, j'ai cette aspiration de repartir en voyage, pas comme le voyage que j'ai fait, mais plutôt d'aller m'installer à l'étranger pour développer mon activité à partir d'un autre pays. Ça, c'est quelque chose que je conçois beaucoup, et peut-être que le bon moment viendra très très vite pour le faire. Génial. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Vraiment. Merci, Lina. Est-ce que tu as, parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on parle toutes les deux, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer ce podcast? Si j'ai quelque chose à rajouter, j'ai envie de vraiment, c'est le message qui est super important pour moi, et ce que j'ai envie de transmettre. C'est, bon, moi, ça s'est manifesté avec le voyage, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas mal de rêves et beaucoup d'envie à faire plein de choses. Et en fait, s'ils passent pas à l'action vers ces envies-là, ces rêves-là, ils sauront pas toute la magie qu'il y a derrière. On sait ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et des fois, ce qu'on gagne, c'est beaucoup mieux ce qu'on a pu imaginer. Donc, et pour ça, il faut passer à l'action, quoi. C'est clair, passer à l'action. Je pense que je vais finir avec ça. Et bah, écoute, c'est pas tous les jours facile. C'est vrai de passer à l'action, mais c'est un très beau message en tout cas. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire peur. Parce que forcément, enfin, c'est ce que je disais, bah, par exemple, quand je suis partie en Martinique, et toi, je pense que c'est ce que tu pensais aussi quand t'es partie en voyage, c'est que quand on quitte tout, genre, on sait ce qu'on quitte, mais genre, on sait pas ce qu'on va trouver. Et en fait, du coup, bah, t'as aucun élément tangible pour rassurer ton mental. Oui, exactement. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut plutôt écouter son cœur, parce que le cœur, il est visionnaire, il sait ce qui se passe au-delà de la raison, alors que le mental, il a besoin le but du mental, c'est vraiment la sécurité et la stabilité. Et des fois, le mental, il est là pour nous garder en sécurité. Il cherche pas forcément notre épanouissement et notre évolution, alors que l'intuition, elle va nous emmener vers notre joie. Donc, quand on suit notre intuition, on suit notre joie, et généralement, on est récompensé. Je suis entièrement d'accord avec toi, et
je pense, je sais pas si t'es d'accord, mais je pense qu'on va clôturer ce podcast comme ça, à mon avis. Oui, oui. En tout cas, je tenais encore une fois à te remercier. Et pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre dans la description de cet épisode tes réseaux sociaux pour pouvoir prendre contact avec toi. Si certains ont besoin de conseils pour l'Amérique du Sud, je pense que tu es calé. Oui, carrément, avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. Okay. Et écoute, merci. En fait, moi, je voulais vraiment te dire merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de mon voyage. Là, de parler de tout ça, moi-même, m'a fait réaliser certaines choses et m'a fait reconnecter à mon voyage. Donc, merci pour ce moment. Et puis, merci à toutes les personnes qui passent par ici et qui vont nous écouter. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, comme elle dit Lina, ou quoi que ce soit, je serai ravie de vous répondre. Et merci encore, Lina, pour cette opportunité. Encore une fois, un échange très riche que j'ai adoré. Écoute, avec grand plaisir partagé. Et puis, sur ce, je te dis à très vite sur les réseaux. À très vite.